yeux un peu plus tard, c'est ça. Et donc j'ai gardé le contact avec cet incubateur et sa directrice et tous les autres membres. De temps en temps, ils viennent avec nous au Maroc pour partager leur expérience. Aujourd'hui, Vincent va parler un peu de ce qu'il fait, de son retour d'expérience dans la création d'entreprises innovantes en lien avec la recherche. Voilà, 30 minutes. Merci. J'avais prévu d'intervenir sur pas mal de sujets, et puis après j'ai eu la surprise de voir que j'avais qu'une demi-heure, donc j'ai enlevé pas mal de choses, donc je ne pourrais pas tout aborder. En particulier, on a eu des discussions avec vous qui étaient assez intéressantes, et ça tombe mal parce que j'avais supprimé justement des diapos qui auraient permis de répondre à certaines de vos questions. Je vais essayer de vous aborder un peu tout ça fait. C'est un plaisir pour moi d'être ici au Maroc à Fès parce que je connais pas Fès, parce que je connais bien Rabat et Casablanca. Avant, j'étais consultant dans le domaine des télécommunications et on avait des contrats avec Midi Télécom, Avant Télécom, etc. Et j'ai fait pas mal de pays de la zone MENA, Moyen-Orient et du Nord. Et faut pas leur dire, mais Algérie, Maroc, Tunisie, c'est vraiment le Maroc que j'ai le plus apprécié pour l'accueil, pour la générosité, pour la fierté des Marocains. C'est à chaque fois un plaisir. Je suis vraiment heureux d'être avec vous. Je vais essayer de ne pas trop perdre de temps. Ça, c'est notre métier. Et c'est le métier que exercer l'incubateur de la Cité de l'innovation. J'ai voulu illustrer ce que c'était que l'accompagnement de projets de création d'entreprises innovantes par une photo. Alors, j'ai la lourde responsabilité de vous tenir éveillé pendant le temps de la digestion, donc je vais vous faire participer. Si je vous pose une question, d'après vous, où est le créateur d'entreprise sur cette photo? Allez-y, dites des bêtises, même si ça me fait prendre la photo. C'est celui qui prend la photo. Non, qui prend la photo. C'est vrai. C'est la route. C'est celui qui était à bicyclette. Voilà, alors, et où est l'accompagnateur? Où l'avait-il? L'accompagnateur, c'est celui qui prend la photo. Où est le projet d'entreprise sur la photo? Ça, c'est son projet d'entreprise. Et c'est lourd. Et ça monte. C'est difficile. Et le créateur d'entreprise, il est tout seul à pédaler. Des fois, ils sont 2 ou 3, donc ça fait, ils sont plusieurs sur le vélo. Voilà. Et le métier d'accompagnateur, c'est une personne qui va dire ok, vous voulez aller là-bas vers les sommets enneigés, ça c'est là où vous voulez amener votre société. Alors moi j'y suis déjà allé là-bas avec quelques entrepreneurs que j'ai accompagnés. Je les ai vus aller là-bas, des fois je suis resté aller au bout. Donc je connais bien le terrain, je connais bien la montagne, je connais bien un peu tout ce qui va vous arriver parce que j'ai déjà vu d'autres expérimenter ça, certains sont tombés, se sont relevés, etc. Et donc je vais avec vous réfléchir sur où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez y aller, et on va ensemble déterminer un chemin, une façon d'aller vers le sommet vers lequel vous voulez aller. Ça c'est le métier de l'accompagnement, vous avez compris l'analogie, c'est simplement quelqu'un qui de temps en temps dit stop, on s'arrête, parce que là on est en train de redescendre dans la vallée, ou alors là on va se heurter à une paroi, on ne va pas passer, on s'arrête, on réfléchit, on discute ensemble. Donc c'est quelqu'un qui va lui sortir le nez du guidon. Pour le coup, l'expression correspond bien. C'est quelqu'un qui va de temps en temps lui dire on sort le nez du guidon, on réfléchit et on essaie de trouver des solutions. Et chaque créateur d'entreprise va passer par un chemin différent. C'est ça aussi qui est passionnant dans nos métiers. C'est qu'on peut se servir de ce qui s'est déjà passé, donc des retours d'expérience, mais à chaque fois c'est quelque chose de nouveau. Chaque créateur d'entreprise a son propre chemin. Voilà, ça c'était juste pour... Donc, là je vous ai simplement fait cette analogie, mais concrètement, on va amener le créateur d'entreprise à se poser les bonnes questions, dans des discussions avec lui, de temps en temps dans les réponses,
c'est des questions très simples. Où est-ce que je peux trouver tel financement? Donc ça, c'est la réponse, pas de souci. De temps en temps, c'est des questions plus compliquées et seul lui a la réponse. Mais il a besoin de discuter avec quelqu'un d'autre. Il a besoin d'être avec quelqu'un qui n'est pas de son projet d'entreprise et qui n'a aucun intérêt. Moi, j'ai aucun intérêt dans tous ces projets d'entreprise-là. Simplement pour avoir un échange, se rassurer. Voilà, on est quelqu'un qui va encaisser un peu tout ce stress qu'ils ont, ces entrepreneurs-là, à travers des discussions. On va essayer d'éponger tout ça et on va essayer de trouver ensemble les bonnes solutions pour son projet. Mais toutes ces questions-là, j'en ai cité quelques-unes, de questions. Alors j'ai mis en bleu tout ce qui concernait la technologie. Parce que comme on s'occupe de projets très amont, au stade de l'incubation, ce n'est pas encore des entreprises. Les aspects technologiques, et encore plus dans les sciences de la vie, les aspects technologiques sont plus grands. Donc le créateur d'entreprise, quand il vient nous voir, ils avaient des tas de questions. Est-ce que mon idée est viable? Comment la protéger? On a parlé ce matin. Qui sont mes clients en fait? Après, est-ce que mon contenu technologique va être trop prépondérant dans mon projet? Est-ce que je maîtrise tous les aspects? Est-ce que je maîtrise tout? Est-ce que je n'ai pas besoin de compétences à côté? Est-ce que je dois faire valider ma techno? Mais par qui? Comment est-ce que je fais pour développer tout ça? C'est quoi un programme technologique, un programme de développement? Est-ce qu'il existe des aides? C'est quoi un business plan? Quand est-ce que je me lancerai? Quand est-ce que je créerai une société? Donc ça, on a toujours la réponse à ça, c'est le plus tard possible. Créer la société le plus tard possible. Quel type de société créer, etc. Et je voulais aborder un peu tous les aspects d'un projet d'entreprise, mais j'aurais pas le temps. Donc je vais me focaliser uniquement, vous allez voir, sur les aspects technologiques. Rapidement, parce que j'ai laissé cette diapo au début, je t'avais dit, je ne vais pas nous présenter finalement, on va aller direct sur le sujet. Mais finalement, je vais le faire parce que ça peut répondre à certaines questions que se pose ici la Cité d'innovation. Donc, qui on est, nous? On est une association, donc à but non lucratif, qui fédère la quasi-totalité des organismes de recherche et d'enseignement supérieur dans une région, la région Languedoc-Roussillon. Il n'y en a qu'un qui ne fait pas partie de l'association, c'est différent. Sinon, ils sont tous là. Il y a les écoles d'ingénieurs, absolument tout ce qui concerne la recherche. Et puis, il y a aussi deux acteurs un petit peu connexes qui sont la région en elle-même, qui est dans l'association, dans le conseil d'administration, et qui nous finance aussi. Et puis, il y a ce réseau, la Synersu. Ça, c'est hyper important. C'est un réseau régional qui fédère tous les organismes comme nous, il y en a pas mal dans notre région, qui accompagnent les projets de création d'entreprise. Et via Innova, via Innova, on fait partie, et donc on travaille ensemble, on est tous dans le même réseau, on a des formations ensemble, on a des séminaires, on se rencontre régulièrement. Et donc cette association-là fait partie de notre association. Notre métier, voilà, c'est d'accompagner des projets au départ de création d'entreprises issus de la recherche ou liés à la recherche. Et aussi tous les projets qui sont à l'extérieur de la recherche, les projets qui sont souvent en pépinière, que les pépinières connaissent mais qui ne sont pas encore créés, et que nous on va essayer de lier à des laboratoires de recherche. Ça dure que 18 mois, ça peut être prolongé de 18 mois, mais ça ne dure que 18 mois. Cet accompagnement, donc c'est assez restreint dans le temps, c'est assez frustrant. La diapo précédente, là où on voyait les sommets enneigés, on s'arrête avant souvent. On n'arrive pas à aller jusqu'au sommet enneigé parce que après, la 18 mois c'est très court, et après on passe le projet aux pépinières qui assure le suivi pendant jusqu'à certaines pépinières 5 ans après la création. Donc les services qu'on va fournir, c'est du conseil, donc ça c'est pour toute cette période de faisabilité du projet. Et puis surtout, on en parlait à midi, c'est un financement. Donc on a essentiellement deux financeurs, c'était ma première diapo, je ne suis pas attardé là-dessus. C'est la région Languedoc-Roussillon et on a le ministère de la Recherche. Ces deux financeurs-là nous donnent une subvention annuelle. Cette subvention annuelle, on la divise, on en prend un peu pour nos salaires, mais les 70% de la subvention va aller sur des projets.
Donc on va financer ces projets que l'on sélectionne. On va financer des prestataires qui vont aider à la faisabilité du projet. Prestataires techniques, ça peut être le labo. D'ailleurs, il faut qu'il y ait un labo dans le projet. Donc on va financer l'intervention du laboratoire de recherche. Il peut y avoir des sous-traitants techniques au projet. On va financer des consultants sur le domaine économie, commercial, ressources humaines, juridiques. Par exemple, des consultants qui vont rédiger des projets pour la propriété industrielle. Donc c'est peut-être ce qui vous manque au Maroc pour les incubateurs, c'est cet aspect financement. J'ai des projets, il y a des porteurs qui ont des bonnes idées, je peux les aider, moi, par du conseil, mais comment, concrètement, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent pour financer toute leur période de faisabilité, parce que c'est un projet innovant, donc on ne peut pas sortir quelque chose de tout comme ça et le mettre sur le marché. Il faut passer d'abord dans une période qui va falloir financer. Et puis, bon, après, il y a la mise en réseau, c'est essentiel. Je vais passer rapidement là-dessus, mais c'est essentiel. C'est quand un porteur de projet vient nous voir, on essaie tout le temps de faire des connexions avec d'autres porteurs de projets, avec des sociétés déjà installées, avec des personnes, et on va se faire se rencontrer entre eux. Ça, c'est aussi un aspect assez important de notre intervention. Puis après, il y a l'hébergement. C'est ce qu'ils font aussi à Via Innova. On héberge les projets avant la création de société, parce que c'est ce qui se fait aussi. Mais pour les porteurs de projet, c'est très important parce que ça leur donne un bureau dans lequel ils se rendent tous les matins. Psychologiquement, c'est hyper important de ne pas rester chez soi à travailler sur un projet d'entreprise. Ça les projette déjà dans une société privée. Alors, quelques chiffres. On a été créé donc, en octobre 2000, on est actif depuis 2001. Et en tout, il y a eu 182 projets qui ont été étudiés. On en a 23 en ce moment pour l'incubation. Il y en a une vingtaine, parce qu'il y en a qui arrivent, il y en a qui sortent, parce que c'est sur 18 mois. Et c'est un chiffre qu'on aimerait être plus important. Il y a uniquement 40% de projets qui sont issus des laboratoires de recherche. C'est déjà pas mal. Il y en a 60% donc, que l'on va lier à des laboratoires à travers un contrat de collaboration de recherche. Il me semble à peu près 140 sociétés créées. Alors ça, on parlait aussi à midi. Le taux de survie. À 3 ans, 90% des sociétés qui sont créées chez nous sont toujours en vie. Il y a beaucoup d'aides en France pour les entreprises innovantes, donc finalement on peut vivre sous perfusion pendant 3 ans. Et là où ça commence à devenir plus intéressant, c'est à 5 ans, on a quand même encore 80% qui sont en vie. Et on va comparer ça avec des chiffres nationaux. Le taux de survie à 3 ans en France, il est de 66%. C'est les derniers chiffres de 2011. À 5 ans, il est de 1 sur 2, parce qu'on visite 1 sur 2 qui bon, il y a certaines personnes qui disent oui, mais c'est parce que vous les sélectionnez, ce sont uniquement des projets innovants. Alors que là, c'est tout projet de création d'entreprise. On essaie de trouver d'autres statistiques. Au niveau régional, déjà, on est mieux qu'au niveau national? Non, on est moins bon. Au niveau de la région de Roussillon, le taux de survie, il est de 61%, le taux de survie à 3 ans, 48%. On est une région où il y a beaucoup de très petites entreprises. La majorité, le tissu industriel, d'abord il n'y a pas de tissu industriel en Roussillon, il n'y a pas d'industrie, pratiquement pas. Il y a uniquement des services et beaucoup d'entreprises innovantes. Et donc c'est beaucoup de sociétés unipersonnelles, une personne. Donc le tissu économique est assez atomisé en Roussillon, ce qui explique que c'est les taux de survie qui sont peu importants. Donc déjà, pour celles qui sont dans l'incubateur, elles ont déjà beaucoup plus de chances que si elles ne l'étaient pas. Et là, on va comparer ce chiffre à celui, alors c'est pas le taux régional, c'est le taux au niveau de la ville de Montpellier. Le taux de survie à 3 ans, il est de 80%. Et là, les chambres de commerce et d'industrie, en France en tout cas, ne s'occupent pas forcément des projets innovants. Nous avons très peu de projets innovants, c'est surtout des projets de commerce. Dans l'entreprise, mais pas forcément, il y a très peu de projets dans l'innovation. Et pourtant, ils ont un taux de survie à 3 ans de 80%. Ça veut bien dire que être accompagné,
je prêche pour ma propre paroisse, être accompagné, c'est déjà une sécurité pour ne pas mourir très vite. Cet accompagnateur qui va éviter à ce que l'entrepreneur reste tout seul, qui va lui faire rencontrer des gens, cet accompagnateur qui va lui poser constamment des questions et qui va l'aider à résoudre tous ses problèmes, ça a un impact, ça permet surtout de ne pas se tromper. Rapidement, le niveau d'études des créateurs d'entreprises qui sont au sein de notre incubateur. La majorité, c'est des diplômés, le bac plus 5 et le doctorat. Donc les docteurs, c'est 40% à peu près de nos porteurs de projets sont docteurs. C'est à mettre en lien avec les 40% de projets issus de l'archi. C'est dans ces projets-là qu'on va retrouver les docteurs. Pour les autres, c'est des ingénieurs et du master. Je ne l'ai pas mis, je l'ai enlevé. J'ai compris que c'était important ce matin. Le pourcentage de femmes dans la création d'entreprise, il est de 14%. C'est peu, mais c'est pas mal non plus, parce qu'il y a 3-4 ans de ça, on était au-dessous de 10%. On a de plus en plus de créatrices d'entreprises. Puis les secteurs technologiques, la majorité, ce sont des projets dans les sciences de la vie, parce qu'à Montpellier, il y a la plus vieille faculté de médecine de France, qui a été créée en 1205. Après, il y a les projets dans l'informatique. Oui, il y a un gros centre d'IBM qui a été créé historiquement. Ça a drainé pas mal d'innovation. Puis il y a un gros centre de recherche, le LIRM, qui est le laboratoire d'informatique de robotique de Montpellier, microélectronique. Et après, les autres catégories, SDI, c'est les sciences de l'ingénieur. Donc, c'est les projets dans les matériaux et la chimie. Il y a un gros pôle chimie aussi en Paul Ballard. Et puis, il y a un petit dernier qui commence à monter, c'est les sciences humaines et sociales. C'est des projets dans le domaine de la psychologie, sociologie, en économie. Il y a 3 ans de ça, c'était pratiquement 0%. Ça, c'est quelque chose aussi que l'on fait de plus en plus. Je vais passer là-dessus parce que je vais pas m'en sortir. Tu peux. C'est important. C'est sûr, je vais avoir du mal. Non, c'est important. Je suis bien regardé. Ouais, j'avais mis ce diapo parce que souvent on me dit, mais vous parlez de projet innovant, vous parlez d'innovation, c'est quoi finalement pour vous l'innovation? Chez nous, en tout cas, l'endocussion incubation. Une innovation, ce n'est pas une invention. Une invention, c'est quelqu'un tout seul, déjà, un inventeur tout seul, qui vient cogiter sur des petits trucs qu'il pourrait créer, sans se poser du tout de questions sur à qui je vais vendre ça, comment je vais le produire, quel message je vais faire passer à travers ce projet, ce produit, quelle marque. Les inventeurs ne s'occupent que d'un système qu'ils aiment bien bidouiller, ils aiment bien créer, mais ils ne vont pas au-delà. Il manque encore tout le projet d'entreprise. Donc il manque tout l'aspect marché en fait. Et c'est ce qui différencie l'innovation d'une invention. Je fais une petite addition, je ne vais pas plus loin qu'une addition. À partir du moment où on s'occupe de clients, de la demande, à qui je vais vendre ça, comment je vais le produire, comment je vais le vendre, on passe là dans un projet innovant. Une invention, ce n'est pas un projet d'entreprise. J'insiste là-dessus parce qu'on a souvent des inventeurs qui viennent nous voir et on ne peut rien faire pour eux parce qu'on sait que ça ne va pas marcher, le projet, et ils ont du mal en plus à s'associer avec des personnes. Tout ce qu'on peut faire, c'est leur dire trouver des associés, des personnes qui vont prendre en main un véritable projet d'entreprise. Parce qu'eux sont souvent, je vous ai dit, quelque chose, ils sont monoproduits. Je vais sortir un nouveau type de tire-bouchon, par exemple. Il n'y a pas de gamme derrière, il n'y a pas de... Ils en restent juste à l'invention. De temps en temps, je fais des petits panneaux comme ça, je fais des warnings. Voilà. C'est des pierres d'achoppement. C'est souvent là que les projets ont des obstacles. Je passe, on passe. Hop. J'essaie de gagner du temps. Parce que finalement, je vais garder sur cette diapo-là. C'était juste pour vous montrer en quoi est-ce que c'est important d'être accompagné quand on a un projet innovant, en tout cas par rapport à un projet qui n'y est pas. C'est que là, un projet qui n'est pas innovant, donc c'est un projet en bleu, je peux commencer mon activité dès lors que j'ai l'idée.
Par exemple, si c'est une activité de commerce, une pizzeria, je n'ai pas besoin de me poser 36 questions, à part de savoir, de m'installer au bon endroit où il n'y a pas trop de concurrents, mais j'achète un fonds de commerce, un peu de matériel, et puis je fabrique un pizza. Et je crée, et puis je vends des pizzas, et puis comme les pizzas sont bonnes, j'ai de plus en plus de clients, puis au bout d'un moment, bon, les gens se lassent un peu, puis j'ai des concurrents. Les projets innovants, il y a toute cette période-là qui pose problème, et pour laquelle les financements vont être primordiaux, c'est que tout ça, c'est la période de faisabilité. C'est-à-dire, j'ai un projet innovant, mais je ne connais pas mon marché, puisque plus je suis innovant, plus ça n'existe pas en fait, sur le marché mon produit. Donc il va falloir faire des études de marché, il va falloir aller au contact de la clientèle, il va falloir. J'ai beaucoup de questions, et puis surtout j'ai une période de faisabilité technique. Mon produit, mon système, même mon service, il va falloir que je le développe. Alors je le mette au point. Moi je m'occupe de projets en informatique. Si j'ai une idée de nouveau type de logiciel avec des algorithmes innovants, il faut tout développer. Et c'est pendant cette période-là que les projets sont incubés. Et c'est pendant cette période-là que l'accompagnement, le financement, c'est des choses essentielles. Alors le jeu, on espère en vaut la chandelle, parce que c'est des projets qui, une fois que ça. Il y en a qui restent sur le carreau, évidemment. Mais une fois que la mayonnaise prend, ça part beaucoup plus vite. Ça part beaucoup plus loin. On aurait pu. J'avais pas assez de place, on aurait pu faire monter la courbe rouge beaucoup plus haut. De temps en temps, il s'endort. Je reviens sur l'accompagnement. Finalement, dans l'accompagnement, ça va être d'agir, pas tout seul, pas moi, finalement je suis expert en rien. C'est la tout le monde disait bienvenue à nos deux experts de France, mais moi je suis expert en rien, si ce n'est en stratégie de création d'entreprise. Je ne suis pas expert en techno, ni en juridique, ni en marché, ni en finance, ni en ressources humaines. Mais on va payer des consultants, on va aller voir des personnes, on va fédérer autour du projet des tas de personnalités extérieures qui vont aider le porteur de projet. Et au départ, le projet, ça c'est une notation que l'on fait sur les projets quand ils arrivent en jury chez nous au comité de sélection. Au départ, le schéma, la forme verte est très polygone, est très petit. Ce qu'on espère, c'est qu'en fin d'incubation, on se rapproche sur des notes qui vont proches du détail. Et on va, à travers tous nos partenaires, à travers toutes les personnes qu'on va mettre sur le projet, essayer de travailler sur tous ces principaux axes du projet. Il peut y en avoir plus, hein, si on rentre dans le détail. Moi, dans le marché, j'ai mis tout ce qui était concurrence, marché, commercial, marketing, etc. Un peu plus concrètement, on va donc accompagner le porteur de projet pendant ces 18 mois-là. Et nous, on ne va intervenir que là, c'est-à-dire on n'est pas au stade de clé. On est un petit peu plus loin du stade de clé. On voit des porteurs de projet, au premier rendez-vous, on en voit une centaine par an. On en incube une quinzaine par an. Alors, il y en a qui ne sont pas innovants, on les renvoie vers d'autres, etc. Mais ils vont avoir une période où ils vont être, on va les voir de temps en temps, mais on ne les incube pas encore. On les fait mûrir. On leur dit revenez quand vous aurez la réponse à ces 3 questions que je vais vous poser. Revenez quand vous aurez un peu plus investigué la concurrence. Et revenez quand vous aurez une idée un peu plus sûre de votre projet, parce que pour l'instant c'est encore un peu flou, etc. Donc on passe 2 à 3 heures avec eux en premier rendez-vous pour cogiter avec eux sur leur projet. On fait donc un diagnostic, et puis une fois que il faut aussi que la preuve du concept soit établie, c'est-à-dire si quelqu'un qui me dirait voilà, moi je veux créer une maison qui se construit toute seule, je dis voilà, prouvez-moi que c'est faisable. Donc il faut que cette preuve du concept, c'est différent de la preuve du concept en termes technologique. Il faut que ça soit réalisable, que je prouve que ce soit réalisable. S'il est tout seul, le porteur de projet, on peut dire c'est bien, c'est tout seul, mais tout seul, vous n'arriverez pas à créer une société. Il faut que vous reveniez avec une équipe, ou au moins la société. On organise un comité de sélection, il rentre en incubation, et pendant 18 mois, on va travailler voilà, sur ces 5 axes-là, grâce à des financements. C'est le développement technique qui va être un peu plus important, mais on va travailler sur aussi
le positionnement stratégique de ce projet sur le marché, le discours marketing et commercial qu'il va falloir mettre en place. Et la société peut être créée pendant l'incubation, c'est pas de souci. Il y en a certains qui créent assez tôt, qui rentrent dans un stade de maturité assez élevé. Mais nous, de toute façon, ça s'arrête au bout de 18 mois. Donc au bout de 18 mois, c'est une pépinière qui prend le relais. Mais en fait, la pépinière, elle est là. Parce que c'est elle qui avait déjà vu le porteur souvent avant nous, qui nous l'a envoyé parce qu'ils se sont dit, tiens, ils ont un verrou technologique, on va les envoyer vers LRI, et qui va peut-être trouver une équipe de recherche dans un laboratoire public qui va aider ce projet dans sa faisabilité technique. Donc si c'est OK, ils rentrent en incubation. Eux, ils continuent aussi à suivre le projet en même temps que nous. Nous, on a des gens en discussion, ce qu'on appelle le co-accompagnement. Tous les projets qui sont dans notre incubateur sont aussi accompagnés par le pépinière. Et Aziz, quand il était chez nous, il était accompagné par le PIC de Montpellier, qui est la pépinière de Montpellier. Voilà, et une fois que c'est fini, nous, on n'est plus là. C'est la pépinière qui va aider les porteurs de projet sur tous les aspects, développement, décollage commercial de la société. Alors, moi je vais me focaliser sur la technologie pendant quelques minutes. Je parlais d'aider le porteur de projet à se poser les bonnes questions et à trouver les réponses avec lui. Les questions qui peuvent être amenées à se poser, c'est que nous, on va leur poser. De toute façon, quand on les voit en premier rendez-vous, c'est dites-moi, expliquez-moi pourquoi, en quoi est-ce que vous êtes unique. Parce que les porteurs de projet ont une manie, c'est de bien packager leur projet. Ils ont dit, en plus, c'est des ingénieurs, des docteurs, au départ, moi je comprends rien à ce qu'ils me racontent. Même si maintenant je commence bien à étudier l'informatique, je comprends rien. Donc, je leur pose des questions et j'essaie de savoir concrètement, réellement, qu'est-ce qu'ils ont de unique, qu'est-ce que eux font que les autres ne font pas. Pour essayer de bien caractériser quelle est l'innovation qui est dans ce projet. Et puis après, voilà, à qui mon innovation est destinée, c'est-à-dire qui vont être les premiers utilisateurs de ma technologie, de mon système, de mon procédé, qui ne sont pas forcément des clients, quels sont leurs besoins, c'est essentiel parce qu'il faut que je satisfasse leurs besoins non plus. Comment est-ce que je peux répondre au maximum de ces besoins, c'est-à-dire comment ma techno ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait plein de services autour pour que je capte le maximum de valeur à travers mon produit. Et puis, de quels moyens je dispose pour développer mon innovation. Est-ce que je couvre tous les aspects du projet? Est-ce que j'ai du capital à mettre dans ma société ou pas? Et en fonction du projet, ça peut poser souci si je n'ai pas les moyens nécessaires. C'est souvent là qu'arrive un premier obstacle sur les projets. C'est les porteurs de projets viennent souvent nous voir avec une idée géniale, avec un projet finalement assez gigantesque à mettre en place. Et ce qui va manquer derrière, c'est des moyens à mettre en place. Et on va travailler avec eux pour remanier le projet, pour correspondre aux moyens dont ils disposent, pour le rendre faisable. Je vais y revenir tout à l'heure. Des questions tout bêtes d'ailleurs à se poser quand les porteurs de projet viennent me voir, c'est finalement est-ce qu'ils ont besoin d'un laboratoire, est-ce qu'ils en ont vraiment besoin. S'ils peuvent s'en passer, autant s'en passer, autant développer tout seul. Voilà. Parce que travailler avec un laboratoire, lorsqu'on n'est pas issu du laboratoire, c'est pas simple. Il va falloir mettre en place un programme de travail commun, et nous on va exiger que ce travail commun avec le laboratoire soit le plus détaillé possible. Alors, on va monter ensemble avec le porteur de projet et les chercheurs ce qu'on appelle le contrat de collaboration de recherche. Et ce contrat va comporter beaucoup de choses et sur les aspects techniques, il va y avoir un phasage du travail. Qui fait quoi, pendant combien de temps, quels sont les livrables de chacun, quelles sont les choses qui vont être faites ensemble, quelles sont les choses que les porteurs vont faire d'un côté et le laboratoire de l'autre dans l'instant. C'est la répartition des tâches, le planning. Combien de temps ça va durer, tout ça, il faut que ça soit moins de 18 mois, que cette collaboration avec le laboratoire soit limitée. Et on essaie d'estimer, on fait tout ce programme détaillé pour essayer d'estimer le plus finement possible, finalement, les coûts, les moyens qu'il va falloir mettre en place
Et derrière les moyens, le financement, parce qu'on va financer nous, le laboratoire, donc on veut savoir exactement combien ça va coûter et si la subvention de l'incubateur va suffire. Un premier warning là-dessus, c'est que ce programme de travail commun avec le laboratoire, il ne faut pas que ce soit une condition nécessaire à la naissance de l'innovation. Plus le porteur de projet et le projet d'entreprise va être dépendant du laboratoire, c'est des projets liés à la recherche, ce n'est pas des projets issus. Plus le projet va être dépendant du laboratoire, plus il a de chances de se casser les couilles. Et plus la collaboration, de toute façon, va coûter très cher. Est-ce que ça signifie qu'il ne faut pas compter sur les laboratoires alors, Si, je vais donner les aspects positifs. Les laboratoires ils sont fiables, a priori, il n'y a pas de question. Non, c'est que le laboratoire ne veut pas avoir d'obligation de résultats. Ils veulent juste avoir une obligation de moyens. Parce que on va mettre le laboratoire pour aider une innovation à être un peu plus performante. Il ne faut pas que ce soit le laboratoire qui amène l'innovation. Ça s'appelle un projet issu de la recherche. Si le laboratoire a des travaux de recherche qui peuvent donner matière à la création d'entreprise, on cherche des porteurs et puis on crée un projet issu de la recherche. Là, les projets que l'on essaie de lier à la recherche, c'est rarement des docteurs, c'est des ingénieurs, pire, des fois c'est des commerciaux. Il va falloir les faire discuter avec les chercheurs, c'est pas facile. Il y avait un ancien chargé d'affaires à la locomotion incubation qui disait autant faire discuter une pelle avec un citron. On a un créateur d'entreprise et des chercheurs. Pas du tout les mêmes langages. Le court terme pour un créateur d'entreprise, c'est 3 mois. Le court terme pour un chercheur, c'est 3 ans. Donc c'est juste un exemple. Donc, j'aime bien ça rime, le labo doit rester la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que le laboratoire doit juste être le petit plus qui va faire que ce projet va être un peu plus innovant, un peu plus performant. C'est juste ce que je voulais dire. Je ne voulais pas dire que le laboratoire, c'était très dangereux pour un projet de placement de projet. Bon, là, normalement, j'ai fait une demi-heure. Alors, finalement, pourquoi collaborer avec un laboratoire de recherche si c'est si compliqué que ça? C'est ce que me disent chaque fois les porteurs de projet. D'abord, obtenir une validation scientifique. Je suis, moi, pas dans le domaine de la recherche, quand je suis porteur de projet. J'ai une collaboration avec un labo, ça me donne une étiquette scientifique. Et je sais que cette étiquette dit que scientifiquement, ma technologie est valide. Ça évite des impasses de développement. Souvent, on a ça dans les collaborations de recherche. C'est-à-dire le laboratoire permet d'éviter d'aller dans des voies de garage. C'est-à-dire le chercheur qui dit à un porteur de projet n'essayez pas tel algorithme ou telle technique, ça ne marche pas. Alors, on a déjà essayé, nous, dans nos travaux fondamentaux, ça ne marche pas. Ça permet d'éviter ça. Ça permet d'accroître les performances de ma technologie. Par exemple, on avait un projet qui arrivait à compresser les fichiers très rapidement, plus rapidement que toutes les méthodes qui existaient déjà sur le marché. Et pour le transfert de fichiers. Mais sur les PDF, ça marchait beaucoup moins bien. Donc on les a mis en lien avec une équipe de traitement de l'image qui les a juste aidé à augmenter de 5% leur taux de performance de compression. Et puis souvent, les porteurs de projet me disent moi je veux collaborer avec un laboratoire de recherche dans la phase d'incubation parce que derrière, je veux mettre en place un programme d'R&D assez important. Et je vais le faire avec un laboratoire, parce que ça me permettra d'obtenir des financements européens, par exemple, dans le cadre d'un projet collaboratif. Et ça, c'est ce qui intéresse souvent les laboratoires de recherche, c'est que derrière cette petite collaboration, cette petite cerise sur le gâteau, il y a quand même quelque chose derrière qui peut être fait à plus long terme, sur lequel le labo va pouvoir mettre des docteurs, des financements qu'il va pouvoir obtenir sur ce programme. Alors, quelques retours d'expérience, bon, je ne vais pas tous les faire. Alors, un projet qui était dans la business intelligence, ils ont été les premiers à mettre en place un outil, c'est l'informatique décisionnelle. C'est pour piloter son entreprise avec des tableaux, avec des warnings. Donc, ils étaient les premiers à le faire en mode SaaS, Software as a Service, c'est-à-dire sur un navigateur Internet et pas en mode client en local. Ils étaient les premiers à le faire sur technologie Flex, de la mobile.
Et puis, voilà, ils étaient bien innovants, ils maîtrisaient leur truc, ça faisait 1 an qu'ils développaient, et on a mis le laboratoire, et du coup, ça s'est bien passé, on a mis le laboratoire uniquement sur un module supplémentaire à leur système, donc la cerise sur le gâteau. C'était un module de planification budgétaire, ça ne tournait pas leur truc, parce que ils voulaient en fait avoir une fonctionnalité qui permettait de dire, tiens, et si j'augmente un petit peu mes ventes, qu'est-ce qui va se passer sur mon cash flow, etc. Et il y avait des calculs en cascade, ça moulinait trop, et le labo était mieux avec des techniques de data mining, des techniques de base de données multidimensionnelles, et les a aidés à mettre en place ce module supplémentaire de leur logiciel. Une deuxième qui n'a pas marché, voilà. Donc c'était un projet de solution de gestion de la relation patient pour des patients atteints d'affections de longue durée, par exemple des asthmatiques graves. Ils voulaient mettre en place une plateforme informatique pour faire travailler ensemble tout le corps médical autour du patient et en même temps à côté un module basé sur des techniques de data mining, de fouille de données, pour analyser le comportement des patients et des médecins et puis leur faire remonter les informations beaucoup plus vite. La collaboration s'est mal passée parce que l'innovation est apportée par le laboratoire. C'est-à-dire eux, ils maîtrisaient bien tout le logiciel de suivi de la relation patient et de mise en lien de tous les acteurs. Ils ne maîtrisaient pas du tout les techniques de data mining et c'était ce module-là qui les rendait innovants. Parce que ça existait déjà, il y avait des solutions de suivi patient. Mais du coup, ça s'est mal passé, la collaboration coûtait 2 fois le prix de la subvention NRI, il a fallu trouver des financements, et finalement on a mis le labo, on a restreint la collaboration, ça ne suffisait pas, l'innovation n'a pas vu le jour, le projet n'est toujours pas sorti de terre. Je vais passer sur les autres, on va aller un petit peu plus vite. Juste pour la petite celle-là, parce que c'est un projet en chimie, c'est le seul projet en chimie que j'ai accompagné. J'accompagne des projets en informatique. Projet Kenya, je ne sais pas si tu connais Franck Martin. Alors la collaboration s'est super bien passée, on n'est jamais sur ce petit smiley. Parce que lui faisait des agents de couplage innovants pour donner des propriétés à des matériaux. Et on l'a mis en lien, il connaissait déjà le chercheur, on a monté la collaboration de recherche. On a monté une collaboration avec un laboratoire, l'Institut Charles Guérard de Montpellier, qui travaillait sur aussi des agents de couplage, mais qui avaient des propriétés antimicrobiennes. Et ça lui a permis d'aller vers un marché médical de prothèses. L'objectif, c'est de rendre des prothèses en titane au lieu de les traiter chimiquement pour des propriétés antimicrobiennes. Là, l'objectif, c'est, à travers un traitement de surface, en greffant des agents de couplage sur le titane, de le rendre naturellement antimicrobienne. On peut aussi traiter tous les ustensiles des chirurgiens. La collaboration a super bien marché parce que le chercheur, du coup, avait la volonté de partir sur le projet d'entreprise. En France, il y a une loi d'innovation qui a été votée en 1999. C'est peut-être le cadre réglementaire qui nous manque encore au Maroc, on en a parlé à midi. Il y a la loi d'innovation de 1999 qui permet à des chercheurs de partir sur un projet d'entreprise dans la mesure où c'est basé sur leurs propres travaux de recherche. Ils peuvent être mis en disponibilité jusqu'à 6 ans, puis après revenir sur le poste de chercheur. Ils peuvent être conseillers scientifiques dans la boîte, ils peuvent participer au capital, jusqu'à 60% au capital de la société. Et donc lui, c'est ce qu'il avait la volonté de faire. Alors, il faut que je termine. Je vais passer là-dessus. Je suis désolé, il y a plein de choses que je voulais vous dire, mais qui ont été de toute façon rappelées ce matin. Par exemple, vous avez remarqué, voilà. C'est des aspects essentiels, mais Saki et puis Pierre en ont parlé plusieurs fois ce matin. Juste un truc, oui. Quand je disais, les porteurs de projet souvent arrivent avec un projet gigantesque et on essaie de trier un peu tout ça et de redimensionner le projet avec eux en fonction des moyens humains et financiers dont ils disposent. Donc, un porteur de projet ne peut pas aujourd'hui créer une nouvelle tablette tactile. Voilà. On peut pas. Il faut s'appeler M. Samsung, il faut s'appeler Steve Jobs. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Parce que j'en vois les porteurs de projet qui viennent voir avec des projets faramineux. Oui, je veux quand même dire quelque chose. Systématiquement, quand un porteur de projet arrive,
vient me voir en disant voilà, je veux développer tel truc, j'en ai pour à peu près 18 mois ou 2 ans de développement. Moi, je multiplie par 2. Selon le projet, je multiplie même par 3 les temps de développement. Et je leur dis, et en plus c'est vrai, c'est avéré, à chaque fois, on peut multiplier par 2 ou 3 les temps de développement qu'ils ont. Chaque fois, on essaie de dire aux porteurs de projet, restez sur votre cœur de métier. Si vous êtes chimiste, vous faites de la chimie. Voilà. Et tout le reste autour de votre projet, vous montez des partenariats. Vous laissez faire ceux qui savent faire ces trucs. Donc des sous-traitants, des partenaires, à qui on parlait ce matin. Et moi, je me concentre sur mon cœur de métier, sur ce qui fait que je suis unique. Bon, ça, c'est des tas de tuyaux que je dis souvent aux porteurs de projet, mais je suis désolé, je n'ai pas le temps d'appesantir là-dessus. On en a parlé de toute façon ce matin, rester à l'écoute du marché, faire des micro-tests, Pierre en parlait ce matin. Ouais, tous ces micro-tests de marché qui font que je vais aller voir mes clients potentiels, je vais essayer de savoir comment est-ce qu'ils travaillent, quels sont les outils qu'ils utilisent, quels sont les systèmes qu'ils utilisent, mes clients potentiels. Et pourquoi? Parce que je vais essayer de repérer là-dedans qui vont être ce qu'on appelle les early adopters, en anglais, ou les adopteurs précoces, qui est prêt à payer dès maintenant pour mon système. Et aussi traquer les sacrifices perçus chez les utilisateurs de mon produit, c'est-à-dire, même si ma techno est super bien, il y a toujours des à côté, il y a toujours des inconvénients qui vont faire pour mes utilisateurs, qui vont faire qu'ils vont hésiter à adopter cette technologie-là. Et justement, les adopteurs précoces, ce sont ceux qui ont le plus de bénéfices perçus de mon innovation, et c'est ceux qui ont les sacrifices perçus les plus petits. Je fais tout de la surface. Là, je n'ai pas le temps de rentrer en détail dans tous ces aspects-là. Je voudrais arriver sur la fin pour vous parler, parce que je me suis rendu compte avant de venir ici que je parlais souvent des succès qu'on a. J'avais envie de parler un peu des échecs. On a des échecs et il faut savoir tirer les conséquences. Donc, on a eu quelques échecs. Je voudrais vous présenter rapidement. On avait un projet dans le domaine de l'audiovisuel. Solution de numérisation de la chaîne de production audiovisuelle. On fait une émission de télé, eux ils voulaient capter le signal du début, les images, et puis en parallèle de la chaîne normale, mettre une chaîne numérique pour aller plus vite pour la production de télé. Le projet n'a pas marché parce que d'abord il y a eu une explosion de l'équipe. Il y a un des deux porteurs qui est parti, en plus c'est celui qui maîtrisait la techno. Le porteur qui est resté ne maîtrisait pas la technologie et en plus les temps de développement étaient assez importants sur ce projet. Résultat, en plus ils se sont fait doubler rapidement par deux géants du secteur, Apple et Vivi, qui avaient déjà dans leur carton ces projets-là, plus que dans leur carton, ils étaient déjà en train de développer ces systèmes-là, mais on ne le savait pas. 6 mois après le début du projet, les produits concurrents sortent. Là, on n'a aucun moyen de les éviter. Ça, c'était un projet d'annuaire d'entreprise online collaboratif où on pouvait noter les entreprises, etc. Le projet n'a pas vu le jour. D'abord parce qu'il n'était pas assez innovant. Il y avait des projets qui avaient des moteurs de recherche, des annuaires qui avaient un super moteur de recherche, il y avait des annuaires qui étaient collaboratifs. Aucun n'avait les deux. C'était pas assez différenciant sur le marché. Et puis c'est le projet qui est resté sur son idée initiale. Ils n'ont pas voulu démordre de leur idée initiale. Ils n'ont pas voulu ce qu'on appelle tirer des bords, c'est-à-dire c'est là que je l'ai, à la fin j'irai bien jusque-là. Ils n'ont pas voulu modifier leur projet en fonction des informations qu'ils captaient du marché. Et puis il y avait eux, ils cumulaient tous les problèmes. L'innovation, en plus, le moteur de recherche innovant, c'était le laboratoire qui l'a porté. Et donc, on n'a pas réussi. Oui, on a eu d'autres échecs. Lacoste était un projet dans les jeux vidéo. Le problème des jeux vidéo, c'est les développements techniques qui sont très très importants. Eux, ils voulaient faire un jeu vidéo 3D, temps réel, en ligne. Alors, il y avait une innovation de gestion de serveurs, efficace, etc. Mais c'était trop long. Voilà. Au bout d'un moment, leur moyen de subsistance, parce qu'il faut bien vivre, arrivait à toucher à leur fin. On avait plus moyen de continuer leur projet.
ils arrivaient à la fin de leurs allocations de chômage. Donc le projet a capoté. Bon, je vais passer. Le dernier, je vais le citer parce que Pierre est parti. C'était un projet qu'on avait en commun avec Via Innova. On a parlé encore hier. Eux, ils avaient une technologie qui permettait de reconstruire en 3D des villes entières en automatisant les processus au maximum pour éviter d'avoir des centaines d'infographistes qui travaillent pendant des années pour arriver à numériser toute une ville. Le problème, c'est que les temps de développement étaient hyper élevés. C'était super sexy ce projet, c'était pas mal, mais il aurait fallu une équipe de 15 personnes pendant 2 ans pour arriver à développer le truc. Résultat, ils se sont fait doubler par certains acteurs, dont Google d'ailleurs, qui commence à sortir sur Google Earth des villes en simili 3D. En gros, c'est de la vraie 3D, mais finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est que les utilisateurs n'avaient pas besoin de la vraie 3D, n'avaient pas besoin de toutes ces technos hyper réalistes. Et voilà, un acteur comme Google a bien capté. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Bon, j'avais encore une success story. Je finirai juste sur celle-là de success story, c'est Intrasense. J'aime bien la citer parce que c'est faramineux. C'était un chercheur, un jeune docteur, avec des cheveux longs jusque-là, des grandes chemises blanches. C'était pas du tout un chef d'entreprise. Résultat, juste, il faut que je me souvienne de l'année. En 2008, il a levé 4,4 millions d'euros. Ça a été la grosse levée au fond sur la région, en phase avant tout ça. Et l'année dernière, c'est en 2011, ils sont rentrés en bourse, ils ont encore levé 4 millions d'euros. Au début, alors ça c'est pour relativiser tout ce que je vous ai dit, c'était un porteur seul, issu de la recherche, qui n'avait aucune connaissance du monde de l'entreprise. Sa force, en fait, c'est qu'il a su très vite s'entourer des bonnes personnes. Et pourtant, il est allé en reculant dans le projet d'entreprise. Quand il est venu voir LRI, il disait finalement, j'ai fini mes travaux de doctorat, et si j'arrête là, tout s'arrête en fait, mes travaux de recherche. Ça ne sera pas repris par le labo. Et donc, la seule façon de continuer ces travaux de recherche, c'était de créer une entreprise. Il a fait ça. Voilà. Ça a bien marché. Alors, il y en a d'autres, qui sont une quarantaine de personnes, à Tofa d'associés, ils ont tous levé des fonds, etc. Donc, il y a des success stories, il y a aussi beaucoup de projets qui mettent beaucoup de temps à se développer. Et puis on a aussi des échecs, et on essaie chaque fois de savoir, je filme là-dessus, on essaie chaque fois de savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu ces échecs, parce qu'on essaie de ne pas reproduire ça. Donc, quand on a maintenant des porteurs de projets qui viennent nous voir, de suite, moi je me focalise sur est-ce que les développements techniques ne sont pas trop énormes? Est-ce qu'on a une équipe derrière qui va pouvoir assurer? Est-ce que, voilà, pour éviter de reproduire ces différents échecs qu'on a pu avoir. Après, on n'est pas maître de tout, mais bon. Je vous remercie, je suis désolé, j'ai vraiment survolé le truc.